faut-il interdire les réseaux sociaux, ce grand machin hors de contrôle qui a envahi en quelques années nos vies et celles de nos enfants? Facebook et Twitter pour les plus vieux d'entre nous, et chez les jeunes, WhatsApp, Snapchat, YouTube et TikTok nous disent aujourd'hui ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut être pour exister. Si t'as pas vu Squid Game, c'est que t'es pas sur TikTok et donc que t'es une victime ou ringard. Je traduis pour les vieux. Pas cool donc, mais pas cool non plus ces réseaux sociaux. C'est ce que dénonce notamment Frances Haugen, la lanceuse d'alerte qui vient de comparer Facebook & Co à l'industrie du tabac, à qui il est urgentissime de mettre des limites sous peine d'y laisser notre santé et même notre sécurité. Mais comment s'y prendre, franchement? Dans une société qui vit et vend à ce point cet outil de communication, est-il encore seulement possible de faire marche arrière? Eh bien, on en discute ce soir dans Le Point, avant de retrouver, comme chaque semaine, en fin d'émission, le point de vue, lui, toujours hyper connecté, d'Alexandre Kominac. Bienvenue à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités autour de cette table ce soir. Mireille Betrancourt, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous serez notre caution scientifique. Ici ce soir, vous êtes doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Vous vous occupez plus particulièrement des technologies de l'information et d'apprentissage. On voit d'ailleurs apparaître à l'écran, appel à s'inscrire, le MOOC que vous organisez cette année sur la façon d'exercer son esprit critique à l'ère de l'information et de la désinformation surtout, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux à interdire ou pas, Mireille Betrancourt? Alors, les réseaux sociaux sont une technologie qui est relativement récente dans l'histoire des sociétés humaines. Et donc, l'humain doit apprendre à maîtriser ces réseaux, à les utiliser intelligemment, à la fois individuellement et collectivement. Et donc, la recherche dont je m'occupe et dont mon domaine s'occupe consiste aussi à étudier les phénomènes qui apparaissent dans les réseaux sociaux, mais également du point de vue des comportements humains, des caractéristiques humaines qui se voient dans d'autres domaines, notamment tous les processus liés à l'attention, aux émotions, au raisonnement. Ok, mais donc, votre avis? Alors, comme il faut apprendre à les utiliser, mais il ne faut pas les interdire. J'aurais envie d'utiliser une analogie, l'analogie de la voiture automobile. Effectivement, quand il y en avait deux ou trois dans la rue, on n'avait pas besoin de réguler quoi que ce soit. Et quand ça s'est développé, il a fallu réguler individuellement en prenant des cours de conduite et collectivement en mettant des règles. Mais on peut avoir aussi également des éléments très intéressants dans la voiture, la mobilité, la découverte aussi des patrimoines et d'autres pays. Donc, voilà. Ni pour ni contre, bien au contraire. Philippe Val, bonsoir, notre super débatteur ici chaque semaine. Philippe Val, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo. Vous, Philippe, les réseaux sociaux, vous n'y êtes même pas. Il nous en fallait un, on l'a trouvé. Et donc, j'imagine, cher Philippe, que les réseaux, ce ne sont pas vos amis. Non, enfin, parce que oui, c'est sans doute mes ennemis. En tous les cas, je pense que c'est les ennemis de beaucoup de gens. Je pense que dans l'état actuel des choses, ça renforce les dictatures et ça affaiblit les démocraties. Je pense que tant qu'on n'a pas les outils de régulation nécessaires, tant qu'on n'a pas les outils de protection de la jeunesse, parce que c'est une mémoire ineffaçable, la mémoire numérique, je pense qu'il faut au moins les interdire aux mineurs. Alors c'est horrible de dire ça comme ça, de but en blanc, sans humour. Vous tuez le débat, mais je pense que pour l'instant, tant qu'on n'a pas mis en place les outils technologiques pour les réguler, ce qui n'est pas fait, et les outils législatifs dont on parlera peut-être tout à l'heure, je pense qu'on ferait mieux d'arrêter. Je pense que les parents, par exemple, feraient mieux de donner l'exemple à leurs enfants en se débranchant, parce qu'il en va de la sécurité future de leur descendance. Alors, on va voir si c'est réaliste, ce que vous prenez, Philippe. Samy Loft, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, c'est tout le contraire. Samy, 19 ans, vous vivez de ces réseaux sociaux. Vous êtes ce qu'on appelle un influenceur, c'est-à-dire payé par des sociétés comme Swisscom, par exemple, pour faire leur pub. Et pourquoi? Parce que vous êtes le Suisse le plus suivi, justement. 1 million d'abonnés sur TikTok, 35 000 sur Instagram et 170 000 sur YouTube. Ça rapporte combien, d'ailleurs, le clic sur TikTok ou Insta? C'est difficile à dire, vous voulez déjà me mettre au piège. La rémunération sur les réseaux sociaux, c'est un sujet compliqué parce que c'est de l'entrepreneuriat. Ça veut dire, en deux mots, on peut être payé rien du tout et on peut être payé des dizaines, voire des centaines de milliers. Sur TikTok, il n'y a pas un système de rémunération par rapport au nombre de vues en Suisse. Il est disponible dans d'autres pays, notamment en France.
mais pas en Suisse. Mais celui qui est disponible en France rémunère très peu. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie qui fait environ 10 millions de vues par mois depuis 1 an et elle a gagné environ 2 500 €. Mais vous gagnez combien par mois environ? Des mois 0, des mois, ça peut être entre 1 000 et 10 000. Raisonnable. Richard Malka, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes une star, pas des réseaux sociaux, mais du barreau français, avocat de Charlie Hebdo. Vous connaissez donc bien Philippe, autant le dire tout de suite. Vous défendez aussi la jeune Mila, on le rappelle, victime d'une campagne de haine quasi sans précédent pour avoir posté une vidéo dans laquelle elle tenait des propos, disons, scatologiques sur l'islam à la suite d'une mauvaise drague. 53 millions de vues, 11 de ces cyberharceleurs condamnés en juin. Pour vous, Richard Malka, en clair, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'outil à combattre? C'est un outil. Et comme tous les outils, derrière, il y a des humains. Un pistolet, selon que vous le mettez dans les mains d'un pistolet ou d'un malfrat, ce n'est pas la même chose. Ça peut être bénéfique ou très néfaste. Donc oui, il faut de l'apprentissage en particulier à l'égard des jeunes générations. Et ça, c'est la responsabilité des familles d'abord, des parents. Il faut parler à vos enfants parce que c'est dangereux et ça peut devenir une arme. Et puis, il y a une nécessité de régulation parce qu'il faut bien réguler les pulsions humaines toxiques. Il y en a. L'obscurité a besoin d'une régulation et la régulation légale n'est pas allée à son terme. Les réseaux sociaux sont à l'âge de la puberté. C'est un âge dangereux, tyrannique, où on fait des bêtises. Et donc, il faut les aider, il faut que la loi les aide. Et on n'est pas allé assez loin. Il y a une directive européenne en cours de discussion qui va dans le bon sens. Il faut des responsables légaux aux réseaux sociaux dans chaque pays, parce qu'il y a une responsabilité légale. Et donc, il y a effectivement un mouvement qui n'est pas allé à son terme d'apprentissage, de régulation, pour que ce ne soit pas un pistolet entre de mauvaises mains, parce que ça peut être ça, et ça peut y compris tuer, et il y a des cas. Et voilà. Et donc voilà, notre débat est fait. Voilà, et il faut s'attacher à cette cause-là parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Et moi, je l'ai vu dans le cas de Mila, mais dans bien d'autres, où les réseaux sociaux véhiculent l'antisémitisme le plus violent, le racisme, l'homophobie et des valeurs que nous n'aimons pas. Dire aussi, Richard Malka, que vous êtes un auteur prolixe. On citera que vos 2 derniers romans parus cette année, Le voleur d'amour et votre plaidoirie pour Charlie, Le droit d'emmerder Dieu. Enfin, non, pour Charlie. C'est pas Charlie, pardon. Non, pour Charlie. Non, pour Charlie, je suis con. Enfin, tu devrais savoir. Enfin, Philippe. Oui. Non. Enfin, Nicolas Jutze, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un libéral pur sucre, ancien président des jeunes PLR suisses. On vous a connu fer de lance de la campagne No Bilag, anti-service public. Vous avez aujourd'hui claqué la porte de la politique pour penser le libéralisme. Cofondateur du média Liberté et responsable de projet à l'Institut libéral de Lausanne, vous venez de publier Les défis de l'après-Covid, déconfiner la liberté. Et en bon libéral, Nicolas Jutze, j'imagine pour vous, c'est interdit d'interdire les réseaux sociaux. Moi, surtout quand les motivations ne sont pas tout à fait claires. Et moi, je vois les réseaux sociaux ou la révolution culturelle qui a été Internet depuis 20 ans plutôt comme un outil qui accompagne les libertés, qui démocratise l'accès au savoir, premièrement, et aussi à la parole, parce qu'on a donné une responsabilité directement aux individus, alors qu'avant, il y avait toujours des gatekeepers qui décidaient qui avait le droit à la parole. Et moi, je ne trouve pas forcément négatif que les gens puissent, face à leur public, se montrer intéressants et que ce soit le public qui décide finalement qui a droit à être vu et pas seulement les médias. Donc, je vois ça avant tout comme un outil qui peut être utilisé pour la liberté. Après, il y a des dérives sur lesquelles on devra parler, mais je crois qu'en général, c'est un outil qui démocratise l'accès à la liberté. Ok, mais pas de régulation, même après ce qu'on vient de découvrir dans ces fameux Facebook Files. Bon, moi, je découvre plus grand-chose avec le temps et par principe, je me méfie un peu de ces campagnes médiatiques parce qu'elles viennent d'acteurs, les médias, qui ont été chamboulés par les GAFA en général. Tout simplement parce que les GAFA ont remis en cause leur position dans la société, ceux qui décidaient qui avaient le droit à la parole, et ils ont remis en cause leur modèle financier, leur modèle économique. Donc par principe, c'est-à-dire que... On s'est discuté. C'est-à-dire que par principe, les médias ont un parti pris, ils sont jugés partis. Ça ne veut pas dire que les révélations sont inintéressantes, mais qu'il faut les prendre avec une certaine critique, avec un certain recul. Évidemment, quand un acteur comme Facebook ou d'autres révolutionnaient le monde avec des participants à plusieurs milliards, donc il y a plus, je crois maintenant 3 milliards de personnes qui sont sur Facebook, ça arrive en 20 ans, c'est évident qu'il y a des dérives. Le contraire serait plus étonnant que la réalité. Donc évidemment qu'il faut accompagner cette évolution et ce grandissement des réseaux sociaux
sociaux, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les jeter. Je voyais réagir Richard Malka. Oui, je réagis parce que ça me semble être un discours libertarien un petit peu naïf. C'est sa position. Et un peu, pardonnez-moi, mais un peu populiste parce que non, tout le monde n'a pas une parole égale. Tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde n'est pas expert. Tout le monde n'est pas scientifique. Tout le monde, oui, mais d'accord. On s'est rendu compte que des journalistes racontaient aussi des bêtises. Les réseaux sociaux, précisément, tout le monde se pense journaliste, avocat, scientifique, médecin, a un avis sur tout. C'est très bien, mais ça fait que tout a la même valeur et ça fait que tous les discours, y compris les complotistes et les pires conspirationnistes, eh ben, il y a une espèce de populisme comme ça. Il n'y a pas de raison que ceux qui savent sachent mieux que moi. Bah si, il y a des gens qui savent parce qu'ils ont étudié 10 ans, parce qu'ils ont réfléchi pendant 15 ans, parce que ceci, cela. Et par ailleurs, dernière chose, sur l'accès à l'information, vous avez raison, il y a ça aussi. Mais enfin, moi, ce que je vois dans les tribunaux, c'est effectivement 11 gamins dont la seule source d'information, s'agissant du procès Mila, c'est les TT, c'est-à-dire ce qui arrive en top tweet, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de meute, puisque c'est en top tweet, il faut que je réagisse moi-même, et je ne sais même pas à quoi je réagis. Et je ne vais pas chercher à quoi je réagis. Et donc, je réagis à des propos qui n'ont jamais été tenus ou qui sont inventés, et je m'estime informé parce que j'ai vu un sujet en top tweet. Dans la majeure partie des cas pour les jeunes gens, c'est ça l'information sur les réseaux sociaux. Et c'est pas autre chose. Et c'est même pas je vais voir sur Wikipédia ou sur des sites internet. Non, je me contente des intitulés de ce qui fait réagir. Pratiquement, moi je veux bien toutes les déclarations et les grands principes, mais en pratique c'est ça. Bon, en pratique, alors, par ailleurs, il y a quand même il y a ça, et puis ça. Et puis, on se rend compte, par exemple, qu'avant la tentative de génocide sur les Rohingyas, il y a une campagne sur Facebook contre les Rohingyas. En janvier-février 2020, il y a des troubles ethniques en Inde portés par... et sur Facebook, il y a des campagnes de haine. En mars, il y a des émeutes qui font 40 morts et plusieurs centaines de blessés à Delhi. C'est porté par Facebook. Donc il y a une vraie responsabilité éditoriale. Quand Richard disait il faut à un moment donné réguler d'une façon en mettant un responsable national par pays qui est le statut de directeur de la publication, c'est-à-dire responsable devant les tribunaux des contenus, parce que les contenus, on a une responsabilité des contenus, on ne peut pas déresponsabiliser les propriétaires des contenus, comme tout directeur de journal, comme tout directeur de médias, comme tout directeur de chaîne de télé, qui soit responsable devant une chambre correctionnelle des contenus, comme le sont les auteurs et éditeurs. Alors on va y venir justement à comment, mais j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur la haine. C'est effectivement le grand problème dénoncé par ces Facebook Files, mais ça fait longtemps, comme l'affaire Mila nous l'avait révélé aussi, que la haine c'est le grand problème pour les adultes, pour les jeunes. Alors est-ce que les réseaux sociaux, Mireille Bettencourt, ça rend les gens plus méchants qu'ils ne le sont ? Alors la haine, elle existe évidemment indépendamment des réseaux sociaux. C'est une caractéristique chez l'humain, chez certains humains. Donc il y a des phénomènes aussi de personnalité. Mais justement, je pense que ça nous permet d'attaquer quelque chose qui est assez intéressant. Il y a une étude qui a été faite en 2018 sur des tweets, donc sur plus de 200 000 stories Twitter. Et ils ont séparé les histoires dites vraies des histoires qui se sont avérées être sur des informations fausses. Ils se sont rendus compte que les informations fausses étaient plus souvent des informations qui se diffusaient beaucoup plus profondément, beaucoup plus largement. Et ce sont des informations qui, justement, suscitent la haine, le dégoût, la peur, beaucoup aussi. Ça joue sur la peur. Les deux sont très liés. Et en fait, donc, c'est vrai que ce sont des moteurs aussi qui permettent une diffusion finalement. C'est quelque chose, on sait que l'humain va diffuser. Pourquoi l'humain diffuse ? C'est pas juste pour attiser la haine, c'est souvent ce qu'on croit, mais c'est bien sûr, il y a une partie des personnes qui s'en servent, mais dans beaucoup de cas, c'est par empathie. Par empathie sociale, s'il y a un message de danger, de peur, on va le faire circuler parce qu'on veut avertir. Donc, toute la question on a fait une découverte, on veut prévenir. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène d'empathie sociale qui fait qu'on va avoir tendance à retransmettre une information qui a un message de peur et aussi un message de haine. Mais ça s'éduque. Et c'est là qu'on va à l'éducation derrière. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait éduquer, mais c'est un réflexe humain, je dirais, si on ne réfléchit pas 5 minutes avant de répondre, de réagir à quelque chose qui nous fait peur ou qui nous dégoûte ou qui nous rend en colère. Mais c'est aussi le principe des réseaux sociaux, parce que ça ne suffit pas d'y être, mais il faut aussi faire du clic, Samy Loft, et qui pousse à une surenchère, alors que ça soit dans l'hypersexualisation, que ça soit dans la violence. C'est quelque chose que vous vivez, par exemple ?
Pourquoi est-ce que certains créateurs sont poussés à créer du contenu plus problématique en quelque sorte? Et là, je pense que c'est un problème qu'il faudrait peut-être revoir. C'est justement à cause de l'algorithme des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, tous vont vous mettre plus ou moins en avant selon la réaction du public vers un contenu. Et on le voit directement, un contenu qui est plus attirant, que ce soit des femmes dénudées, que ce soit quelqu'un qui accuse quelque chose, ou voilà, je ne sais quoi, quelque chose qui attire l'œil, va faire plus de réactions et donc va encourager les créateurs à en faire plus, ce qui va de soi en quelque sorte. Mais en fait, on est obligé de faire ça parce que les réseaux sociaux, si on ne le fait pas, nous mettent moins en avant et donc nous poussent à perdre notre carrière. Je ne sais pas si vous voulez. C'est un petit peu le même style. Et vous, par exemple, vos contenus, justement, vous les adaptez à cette logique-là, dans la surenchère? C'est vrai que j'ai fait ça pendant une certaine période sur YouTube il y a des années maintenant. Je faisais du contenu qui ne me plaisait pas, mais je savais qu'il fonctionnait parce que les gens le regardaient. Et donc oui, je suis tombée dans ce cercle vicieux pendant un long moment. Maintenant, j'essaye au maximum de m'en éloigner, mais c'est très difficile parce que, comme je vous dis, si on est tout de suite moins dans impressionner les gens, voilà, dans presque le cri, ça va moins fonctionner et donc on est un peu poussé à continuer. Donc c'est difficile. Si je peux juste intervenir là sur l'étude que j'ai citée justement de 2018 par ces chercheurs de MIT, ils ont montré qu'en fait justement, alors c'est pas que les algorithmes, justement l'humain contribue énormément. Ce sont les humains. C'est une logique des réseaux sociaux d'être dans cette surenchère-là. Mais c'est pas les algorithmes ou Facebook ou les Twitter, c'est vraiment les humains et évidemment c'est exponentiel. C'est la servitude volontaire. Oui, c'est pas grand-chose de nouveau. Nicolas, je sais quand vous entendez tout ça, parce que certes, voilà, mais c'est un jeu qui est dangereux quand même, ces réseaux sociaux, qu'ils soient falsifiés ou pas, quand on y joue, on rentre dans cette logique-là, non? Bon, les réseaux sociaux ont aussi un aspect positif. On a parlé des choses négatives qui se passent dessus, mais il y a par exemple eu le printemps arabe, s'est révélé sur les réseaux sociaux, a eu la place grâce à ça. C'est positif le printemps arabe? C'est plutôt demandez aux Syriens si c'est positif. Peut-être qu'elle demande pas, mais l'appel pour plus de liberté, pour plus de démocratie, en tout cas sur le moment. Demandez à l'Égypte, il y a d'autres. Demandez-leur. Si c'est demander si vous voulez. Alors restons sur l'outil. Il y a une solidarité qui se développe sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'avant les réseaux sociaux, et même après, et même aujourd'hui, il y a plein de médias qui sont sensationnalistes. En France, vous avez toutes les chaînes d'infos en continu qui sont autant sensationnalistes, même peut-être plus que certains réseaux sociaux. Et on a dit auparavant que dans les médias, avec des paroles officielles qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux, il y avait parfois des complotistes, etc. Mais pendant la crise en France, on a vu par exemple M. Raoult qui avait une grande parole dans les médias, alors que c'est quelqu'un qui développe des thèses qui ne sont pas du tout confirmées par la communauté scientifique. Donc on ne peut pas dire d'un côté que les réseaux sociaux donnent des chambres d'expression à des gens qui ne sont pas légitimes, alors que les médias font malheureusement en partie la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tous de manière fausse, mais c'est reproché. C'est pas la même proportion. Mais surtout les médias, oui, mais surtout les médias suivent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, non seulement ils ont des chroniques et des rubriques qui sont consacrées aux réseaux sociaux, mais il y a une surenchère des médias pour. Et ensuite, ça va sur. Oui, mais Closer existait avant les réseaux sociaux, par exemple. Par ailleurs, le voyeurisme aussi. Oui, mais les médias sont responsables aussi de l'impact qu'on donne aux réseaux sociaux. Les médias ont aussi une responsabilité, mais vous ne pouvez pas décorréler les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des phénomènes commencent par les réseaux sociaux et puis ça migre ensuite vers les médias officiels. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, évidemment, c'est ce que je disais au début, derrière l'outil, il y a toujours l'humain avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Mais la différence, c'est que les réseaux sociaux permettent une chose, sont un outil qui permet quelque chose qui n'existait pas, en tout cas de manière beaucoup moins importante auparavant, c'est le phénomène de meute. C'est-à-dire qu'avant, on allait au café et puis on déversait ses peurs, ses haines, sa violence, et puis ça concernait 10 personnes. Là, ça crée des phénomènes de meute tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, par dizaines ou par centaines. Et il y a des victimes. Et ça, c'est un outil qui permet la structuration de la haine et le développement, en tout cas, qui permet l'organisation de la haine. Il y a une déréalisation de l'autre. Samy Love, juste vous avez beaucoup de haters aussi. Oui. Quelle proportion justement de vos je reçois environ 300 haters, c'est-à-dire des gens qui vous suivent pour vous détester en fait. Voilà, je reçois environ 300 commentaires par jour sur mes vidéos et je pense qu'il y a un bon 15% qui sont en général de la haine. Alors, sur le nombre de commentaires que je reçois par mois, c'est sûr que ça fait beaucoup. Personnellement, vu que ça fait si longtemps, je me suis presque habitué, c'est triste à dire. Dans les écrans,
ça peut m'affecter, mais je veux dire, c'est moins dangereux que dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, ça vous fait peur aussi? C'est-à-dire que les gens qui nous reconnaissent dans les écrans sont des vraies personnes. Et on peut tout à fait m'imaginer, moi, à la gare, me faire reconnaître par justement un hater qui ne me veut pas forcément du bien. Ça m'est déjà arrivé, ça continue à arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en général, ce que je vis le plus souvent, c'est des insultes verbales, heureusement. Mais j'ai été suivi par des dizaines de personnes qui m'insultaient, qui me suivaient, qui m'entouraient. J'ai dû appeler la police plusieurs fois. Voilà. Et ça vous pousse pas à arrêter, à dire maintenant stop, change de métier? En fait, ça, je pense que ça serait la même chose sous n'importe quel métier qui est dans le domaine de personnage public. Ça veut dire que vous, en tant que journaliste, peut-être, si vous êtes reconnu par des personnes, vous pouvez vivre la même chose finalement. Est-ce que c'est vraiment lié aux réseaux sociaux? Moi, je pense que les réseaux sociaux, on vient de voir qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est un réceptacle à haine, bien davantage, même si les médias reçoivent des messages très désagréables, mais probablement c'est encore plus... Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que la personne à qui on s'adresse n'est pas réelle. Elle est abstraite. On peut tout lui dire. J'ai été frappé dans le procès Mila, des témoins, enfin des accusés qui disaient « je ne savais pas que c'était grave ». Ils sont sincères, ils ne savaient pas que c'est grave. Mila, ce n'est pas une vraie personne, c'est des trucs derrière un écran, c'est abstrait. Et jamais dans notre civilisation, on a un outil industriel aussi puissant pour déréaliser l'autre. C'est un outil de terrorisme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas faire cohabiter un état de droit avec un état de nature. Les concepteurs des réseaux sociaux, ils ont pensé, finalement un peu comme des rousseauistes, que dans un monde idéal sans contrainte, l'homme serait bon. Mais l'homme n'est pas bon, il n'est pas mauvais non plus. Il est bon et mauvais, il est indécis, on n'en sait rien, il faut des lois. Il faut des règles de temps en temps, je suis désolé, mais de temps en temps, il faut des règles. C'est une évolution culturelle qu'il faut, parce que le procès Mila a par exemple pu montrer que les actes ont des conséquences. Qui produit une éthique, ça revient au même que les lois. Bon, donc de toute façon, il faut des règles. Ça a un sens avec les lois, sont faits sans la culture. C'est le consentement à la loi ou pas, mais de toute façon, il faut des règles, parce que sinon, c'est la guerre de tous contre tous, c'est la raison pour laquelle on a créé l'État, et on ne peut pas faire cohabiter un état de nature, que sont les réseaux sociaux, avec un état de droit. C'est impossible. Parce qu'il s'y développe forcément une barbarie et une violence. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. C'est comme ça. Pas tous les hommes, mais c'est impossible autrement. Et là où le raisonnement est complètement vicié, c'est qu'à la limite, vous pourriez tenir le propos que vous tenez si les gens qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux s'y exprimaient sans anonymat. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que vous vous cachez derrière un pseudonyme, derrière des VPN, que vous pensez que ce que vous allez dire jouit d'une immunité totale et que donc vous dites et vous déversez votre haine. Là, moi, je veux bien tous les discours sur la liberté absolue, mais on est responsable aussi. Ouais. Quand on est adulte, on est responsable. En même temps, Richard Malka, personne n'a un fusil sur la tempe pour nous obliger à être devant les réseaux sociaux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne se désabonne pas tous? Finalement, c'est notre responsabilité individuelle. D'ailleurs, Mila est toujours encore sur les réseaux. Mais vous-même, vous y êtes aussi. Oui, mais alors Mila, c'est un cas un peu particulier parce qu'on l'a déjà retiré de l'école, on l'a retiré de la société. Alors si en plus on la retire des réseaux sociaux, en fait, elle vit dans 4 murs et puis elle alors parle ça, c'est quand même un bon point pour les réseaux sociaux. Ça a quand même du contact. Non, mais bien sûr, mais bien sûr que ça crée. Je ne dis pas le contraire. Ça crée aussi du contact. Et de toute façon, toute cette jeunesse est complètement addicte aux réseaux sociaux. Ça, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas. C'est un danger que nous ne connaissions pas. D'autant que ce qui est sur les réseaux sociaux ou sur TikTok, ça reste. Il n'y a pas de droit à l'oubli. Et ça va poursuivre ces jeunes. Et ça peut les poursuivre pendant des années et jusqu'à l'âge adulte. Mais en tout cas, il ne me semble pas possible de considérer que tout cela ne doit pas être régulé, qu'il ne doit pas y avoir de législation et que l'on ne puisse pas aller chercher qui sont derrière les gens qui utilisent des pseudonymes. Ça se fait en France, je pense que ça se fait en Suisse et c'est une absolue nécessité. Alors juste avant de passer à la régulation, une question, les jeunes sont plus addicts que les vieux, entre guillemets? Alors c'est une excellente question parce qu'en fait on a vraiment cette impression, mais parce qu'on a tendance à comparer les jeunes d'aujourd'hui à ce qu'on était nous au même âge. Alors bon, mes voisins sont encore jeunes, mais bon, mes autres voisins en face sont peut-être plus proches de mon âge. Et donc on compare les jeunes d'aujourd'hui à ce qu'on était nous au même âge. Et ça fait un espèce de biais dans le raisonnement. Si vous montez dans un tram aujourd'hui,
vous voyez qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, il y a aussi les adultes. Alors après, on peut se dire, ah, c'est pas bien, il faut faire autre chose, folie. Mais après, on peut se dire aussi, c'est un nouveau moyen, donc je suis d'accord sur le fait que c'est un nouveau moyen d'expression culturelle. Il faut apprendre à le maîtriser de manière individuelle et collective. Alors c'est une éducation qui doit passer par les familles, mais pas uniquement. Il y a l'école qui a un rôle à jouer, les médias, enfin toute la société collectivement qui doit apprendre. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que ce sont les réseaux sociaux qui créent plus de haine que ce qu'il y avait avant. C'est juste que plus efficace, efficiente. Ah bah ça, si. Le Brexit. Alors, il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Trump. C'est pas rien quand même. Ça s'est fait grâce aux réseaux sociaux qui ont balancé des fake news avec des millions de robots. Oui, non, mais c'est hallucinant. Mais les propos de Trump, 80% des gens ont eu les propos de Trump à travers les médias traditionnels, notamment Fox News aux États-Unis, et pas par les réseaux sociaux. C'était à la traîne des réseaux sociaux. Oui, mais les fake news étaient à la traîne des réseaux sociaux. Cambridge Analytica, qui était un scandale. Oui, justement, parce qu'il y a eu aussi une complicité des réseaux sociaux, des médias comme Facebook. Cette influence est surestimée, elle a essayé de le dire. En Suisse, c'est également le cas. Quand on regarde les influences sur les votations, la Suisse est la démocratie la plus active peut-être du monde, on vote tous les 3 ou 4 mois. Et en Suisse, les réseaux sociaux ont une influence absolument marginale sur la manière de voter. Les gens lisent encore les médias, s'informent avec le bulletin rouge. En Suisse, on a un bulletin rouge avec les arguments pour et contre. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt une façon de rationaliser un choix de la population qui ne nous a pas plu. Quand Trump a été élu, le Brexit a été élu, ça nous a choqués, donc on a essayé de le rationaliser. Mais je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux aient une telle grande influence, et d'autant plus dans les 2 scandales évoqués, donc Brexit et puis Trump, c'est les adultes qui ont voté. Et dans le sondage de GFS, c'est la même chose. Ils jugent que les jeunes sont plus aptes à identifier des fake news que des gens plus âgés. Donc s'il faut interdire les réseaux sociaux, c'est peut-être plutôt à des gens plus âgés qu'aux jeunes. Alors, on va continuer. Ça n'existait pas sans les réseaux sociaux. Mais le harcèlement, oui, bien sûr, mais le cyberharcèlement journalier contre des personnalités, contre des jeunes, ça n'existait pas. Ça, c'est une pure création des réseaux sociaux. C'est-à-dire quand Miss France, Miss France est élue et qu'immédiatement il y a une campagne de haine antisémite contre elle, parce qu'elle a plusieurs origines juives, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Ça, c'est une création. C'est un amplificateur. C'est le catalyseur. Alors, on va faire une courte pause et on continue notre débat dans quelques instants. Le point de retour, faut-il interdire les réseaux sociaux? On continue le débat. Et on va rebondir sur une affirmation de Nicolas Jutset disant que les jeunes, justement, face aux réseaux sociaux, étaient plus capables, comprenaient un peu mieux ces réseaux sociaux. C'était l'exemple en Suisse. Je ne sais pas si c'est généralisable. Peut-être que les Suisses jeunes sont plus raisonnables. Alors justement, on va demander l'avis de notre experte, Myriam Betrancourt. Les jeunes sont plus capables de déchiffrer ce qui va et ce qui ne va pas et comment s'en prémunir que les adultes? C'est difficile de généraliser à tous les jeunes, mais par contre, une enquête qui a été menée par le CNESCO en France, en 2018, qui montre qu'en fait, sur les jeunes qui s'informent, donc par tous les moyens, en fait, le média principal, 92% des jeunes disent s'informer par la télé. Et ensuite, effectivement, 94% des jeunes s'informent par les réseaux sociaux, donc c'est beaucoup. Mais quand même, il reste qu'ils s'informent par les réseaux sociaux, mais ça ne les empêche pas de regarder la télé. Donc ça pour dire que c'est rare quand même, les jeunes qui s'informent réellement et qui restent que sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est mix de médias. Mais souvent, ils regardent les réseaux sociaux sur la télévision. Alors, ou à l'inverse, quoi, ou l'inverse, la télévision sur les réseaux sociaux, mais parce qu'il y a aussi des apps et des choses comme ça. Mais par contre, s'ils expriment leur confiance, donc ils ont dit, je regarde mes chiffres, ils ont confiance à 75% sur la télé. Et 27% seulement ont confiance à ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Alors. Donc ça, c'est une étude de 2018 en France sur des jeunes de 15-16 ans. Mais qu'est-ce que ça change dans leur vie? Puisque de toute façon, ils passent l'essentiel de leur temps sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'ils regardent qu'ils croient, c'est ça que je veux dire. Et donc je rejoins totalement mon collègue qui effectivement dit qu'il y a une question de... C'est pas parce qu'on y est qu'on peut aussi relayer, qu'on y croit. Et que le fait que les jeunes soient complètement perméables à ce qui est dit dans les réseaux sociaux n'est pas vérifié. Alors après, je n'ai pas de chiffres qui compareraient les différentes tranches d'âge selon la confiance accordée, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste les jeunes d'un côté et les personnes d'autres âges. Et les jeunes sont aussi habitués à savoir qu'il y a pas mal de choses qui circulent et qui ne sont pas vérifiées. Alors, on a vu beaucoup de problèmes. Maintenant, on va s'attarder un peu sur la régulation. Comment est-ce qu'on régule? Est-ce que c'est Facebook Files, qui font beaucoup de bruit, en tout cas outre-Atlantique? Richard Malka, ça va changer quelque chose concrètement?
Écoutez, je peux vous faire part, moi, de mon expérience dans différents dossiers, mais prenons le plus emblématique, celui de l'affaire Mila. On nous expliquait depuis des années qu'il n'y avait rien à faire sur les réseaux sociaux, que de toute façon c'était comme ça, que les jeunes en avaient pris l'habitude, que c'était pas grave, que c'était trop compliqué, trop techniquement impossible et que donc il fallait laisser les choses en état. Eh bien, on n'a pas fait ça. Il y a eu en France une nouvelle loi, en particulier sur le cyberharcèlement, tout un nouvel arsenal législatif. On a engagé des procédures dans l'affaire Mila. Il y a eu un procès très important, qui a duré plusieurs jours, qui a été très médiatisé. Et bien, après les condamnations, bizarrement, du jour au lendemain, les menaces ont été divisées par 1000. Donc ça marche. Ça veut dire que le discours du laisser-faire, c'est un discours de lâcheté. Et que quand nous, adultes, nous disons non à la barbarie et la peur doit changer de camp et ne doit plus être du côté des victimes, mais des bourreaux, ça marche. Mais c'est à nous, adultes, d'avoir un discours de responsabilité avec un tout petit peu de courage, en n'abdiquant pas nos responsabilités. Et là, les choses changent, effectivement. Donc, on peut garder un espoir. Alors ça concerne la France et ça concerne la haine, mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'autres... bien au-delà de la France, pour le coup. Oui, mais il y a d'autres sortes de problèmes mis en valeur sur les réseaux sociaux. On pousse les jeunes filles à être anorexiques, etc. Ouais. Toute cette régulation-là, Philippe Val, elle doit passer par qui et comment aujourd'hui ? C'est politique. Si on ne croit pas en la politique, c'est foutu. Mais la volonté politique des ministres de l'Éducation nationale, des ministres de l'Intérieur, des gouvernements, et puis évidemment des parents. Moi, je pense que les parents devraient donner l'exemple en arrêtant de passer leur temps là-dedans. Et les parents passent leur temps sur les réseaux sociaux et sur les écrans. Ils sont extrêmement crédules, peut-être encore plus que vous, j'en sais rien, votre étude t'en a prouvé, mais je ne connais pas cette étude. Mais enfin, quand on va dans certains villages en France au moment de l'épidémie, quand ça se diffuse terriblement, on voit bien que les antivax, ce sont des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Il y a des villages entiers qui refusent de se faire vacciner. Le conseil municipal aussi, ils font de la promo contre le vaccin parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils s'entraînent les uns les autres. Ils sont en réseau sur les réseaux sociaux. Donc ils contribuent à la propagation de l'épidémie. C'est hallucinant. Ce sont des gens... Voilà, il y a une éducation, une culture. Un jour, on saura peut-être se servir de ça. Je suis d'accord avec vous, mais il faut des outils de régulation. Il faut en plus une volonté politique. On ne peut pas laisser des enfants se rendre malades psychologiquement avec ça. D'une génération, c'est impossible. On ne peut pas laisser ça. Et on ne peut pas les laisser dire des conneries qui vont leur revenir dans leur vie 20 ans plus tard. Il n'y a pas d'effacement numérique tant qu'il n'y a pas de prescription. Ça n'existe pas, la prescription numérique. Donc, vous voyez, c'est un monde d'une barbarie folle. On peut pas, une fois de plus, c'est un état de nature qu'on ne peut pas laisser cohabiter avec l'état de droit. C'est impossible, c'est inimaginable. Mais Nicolas Jutset, justement, Nicolas Jutset, sur la question de la protection qu'on doit aux enfants, parce qu'en plus, il y a des âges légaux pour Instagram, pour WhatsApp même, c'est 16 ans, ça fait rire tout le monde, parce que les enfants sont sur ces applications dès l'âge de 9 ans, au mieux. Donc ça, on ne doit pas, justement, protéger nos enfants, même dans un État très libéral. Moi, je partage l'avis que c'est surtout aux parents et aux familles de faire attention dans ce cadre-là. Moi, je viens d'une famille, on a grandi sans télévision, donc je suis plutôt un enfant pas de fait normal. Déjà, et j'ai grandi encore à la dernière génération. Qui vous a rendu libéral. Peut-être. C'est des interdits. Je ne sais pas, mais du coup, je pense que la famille a un grand rôle à jouer, notamment à responsabiliser et à rendre attentif au fait que ça peut ressortir des années après. Et ça fait partie d'une évolution culturelle de se rendre compte que ça reste en ligne, qu'on va le retrouver, etc. Et je ne pense pas que si on n'arrive pas à faire respecter l'âge légal de l'entrée sur Facebook ou WhatsApp, on arrivera à faire respecter d'autres choses. On l'a fait respecter comment, très concrètement ? Moi, justement, on n'arrive pas à le faire respecter alors que c'est des règles simples, donc ça serait illusoire de faire des règles encore supplémentaires qui ne seront pas non plus appliquées. Et je pense que si on explique à un jeune de 14 ou 15 ans qu'il n'a pas le droit d'être sur Facebook alors qu'il y est, il va se rendre compte qu'une partie de la législation n'est pas du tout crédible et ça va plutôt discréditer l'État qui souhaite lui imposer des choses que d'être efficace. Enfin, ça, c'est une habileté rhétorique de dire ça. On pourrait mettre tout à fait des règles. Imaginez que quand un enfant doit télécharger une appli, il doit en référer à la signature de ses parents, qu'il y a des pièces d'identité qui doivent être présentées. C'est tout à fait possible. On le fait pour le pass Covid. On arrive bien à avoir des données. Vous dites tous les deux, en fait, il n'y a rien à faire, il faut laisser les choses en l'état.
C'est étrange. Non, c'est notre responsabilité d'adulte. Non, mais il faut éduquer. Et en fait, il y a une chose qui est aussi importante, c'est de ne pas culpabiliser les familles. Quand je fais des conférences publiques sur ces sujets, je vois des parents extrêmement anxieux. Parce qu'on leur dit, c'est vous. Alors, ouais, enfin, ils ont raison. Mais on est forcément. Les parents sont forcément anxieux. Et c'est bien qu'ils se préoccupent. Et d'ailleurs, il y a une autre étude sur des enfants très jeunes et le temps d'écran. Alors, ça aussi, c'est toute une histoire qu'on ne va pas développer. Mais en fait, qui montre que celui de leurs parents. Comment ? Il reste moindre que celui de leurs parents. Voilà, oui, effectivement, mais là, on montre effectivement que les parents qui contrôlent le temps d'écran, ça a des effets bénéfiques sur les enfants dont les parents contrôlent le temps d'écran, mais que par contre, le temps d'écran en lui-même n'a pas d'effet sur le développement social et cognitif de l'enfant. C'est en fait ce que l'enfant fait. Donc c'est le type d'usage. Et de nouveau, si on a une discussion, alors les familles ne doivent pas forcément interdire, mais plutôt discuter avec l'enfant. S'il a 9 ans, qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux à 9 ans ? Oui, mais ça c'est illusoire, parce qu'au moment où vous mettez un iPhone ou un écran dans les mains d'un enfant, après vous ne maîtrisez plus rien, sauf si vous avez fait 3 doctorats polis, parce que les applications contrôle parental, c'est incompréhensible. Si vous avez 18 heures par jour à consacrer à savoir ce que votre enfant qui va télécharger, détélécharger pour pas que vous voyez ce qu'il voit, le contrôle, il est impossible au quotidien pour les parents. Mais c'est le cas pour toutes les règles qu'on donne à un enfant, finalement. C'est autant le cas sur un téléphone que des règles de sortie, d'heures pour aller se coucher, etc. Enfin, je suis pas encore. Mais vos parents contrôlaient vos lectures on était 4 enfants, donc ils n'avaient pas le temps pour surveiller les 4. Mais disons que c'est illusoire et chaque enfant ne respecte pas forcément les règles. Et ça fait partie d'un apprentissage de discuter avec lui, de lui faire comprendre pourquoi c'est intéressant et important, et aussi de faire respecter les règles tant que c'est possible. Mais je pense que c'est illusoire de faire respecter. Mais l'État n'a pas à se substituer à ça et à mettre des règles plus précises. Il a essayé de le faire pour l'instant en imposant un âge légal sur les plateformes, ça ne marche pas. Qu'est-ce que l'État pourrait faire de manière centralisée ? Donc autant qu'il n'y ait pas de règles. Mais quelles règles seraient utiles aujourd'hui de manière efficace ? Alors ça, vous pouvez, si je reprends votre rhétorique, vous pouvez appliquer ça à tout. Donc autant n'avoir aucune règle à imposer à un enfant. Je pense que l'éducation, puisque les gens transgressent le code de la route, autant supprimer le code de la route. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Le code de la route, c'est des victimes en face. Donc là, c'est le comportement d'un enfant. Il n'y a pas de victime en face. C'est un vice. Compter les morts, si vous voulez. Le comportement des gens sur les réseaux sociaux, c'est un vice personnel. Donc c'est à la famille d'éduquer les enfants et c'est pas à l'État de venir éduquer les enfants à leur place. Il y a déjà des morts. Il y a des gens qui ont été assassinés à cause de ce qui a été posté sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont été assassinés parce qu'ils postent des choses dans les journaux, c'est la même chose. Enfin, c'est pas les réseaux sociaux. Non. L'éducation des enfants fait partie du rôle des parents. Samy Love, justement, pardon. Mais je dirais une chose, c'est que quand il y a un interdit, je ne suis pas pour les interdits spécialement, je ne fais pas l'éloge de l'interdit, mais quand il en va de la sécurité d'enfants, de gens qui ne sont pas encore en âge d'évaluer les dangers et les enjeux, l'interdit aide les parents, ça appuie, ça aide les parents à imposer quelque chose, c'est un argument, et quand l'enfant fait quelque chose dont il sait qu'il est interdit, c'est pas la même chose que quand il fait quelque chose de permis. Il sait qu'il transgresse, et cette conscience de la transgression, elle change quand même un petit peu le sens de son action. Et c'est comme ça qu'il s'éduque, en comprenant, après on lui explique. Mais s'il n'y a pas du tout d'interdit, sur quoi s'appuyer ? Il faut bien quand même, à un moment donné, qu'il sache si c'est permis ou pas ce qu'il fait. Vous voyez ? Par exemple, maltraiter un animal ou un camarade ou nuire à quelqu'un, c'est interdit. S'il le fait, il sait que c'est interdit. S'il ne sait pas que c'est interdit, être sur Facebook, c'est pas négatif mais même en soi. Quand ils savent que c'est interdit, ils le font quand même parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de contrôle. C'est ça le problème. Ils savent qu'ils peuvent se faire pécho quand même. Mais même pas toujours. C'est quand même compliqué de contrôler ça. Mais ils savent qu'ils font qu'ils transgressent un interdit, ils le font pas de la même manière. Alors après, petit à petit, l'interdit, ça n'a pas qu'une vertu d'interdit pur. Une punition, disons. Ça a une vertu pédagogique. La loi, elle est pédagogique. Par exemple, il y a certaines lois, on dit tiens, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça ? Puis on réfléchit, c'est quand même assez logique finalement. Donc la loi est aussi pédagogique. Elle fait réfléchir, la loi. Elle n'est pas là que pour interdire. Elle renseigne le citoyen sur les limites à donner à sa liberté pour que sa liberté ne pourrisse pas celle de l'autre. Est-ce que l'harcèlement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne devrait pas faire ? C'est quand même... En fait, les réseaux sociaux, je pense que c'est quand même comme une place publique. Dans les réseaux sociaux, on ne sait pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est la même chose. Sauf quand il y a la loi qui est arrivée et le procès qui arrive. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme une cour de récréation. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont au même endroit. Ils discutent, ils peuvent parler de fake news, ils peuvent se comparer leur corps entre eux, ils peuvent commencer des dramas, s'harceler entre eux. Tout est possible. La seule différence pour moi, c'est l'anonymat.
Mais hormis cela, et c'est peut-être ce point-là qu'on devrait plus éduquer et peut-être mettre plus de règles sur justement l'anonymat. Mais hormis cela, je suis désolé, mais c'est quasiment la même chose que mettre 100 personnes dans une cour de récréation et les laisser parler. Mais non, parce que 100 personnes, elles sont réelles. Non. Justement. Donc et d'ailleurs, c'était intéressant au procès, parce que tous les gosses disaient « Ah non, mais on l'aurait eu en face de nous, jamais on aurait dit faut la brûler, faut la décapiter. » Non, mais ils auraient été dans un café ensemble, ils auraient dit la même chose. Non, voilà. Non, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez aussi non, oui, mais c'est vous qui le dites, pas moi. Donc, non, mais rien ne dit qu'ils n'auraient pas eu des discours de haine. Non, parce que quand on est en face d'une personne, on ne s'exprime pas de la... Ils ont intégré que sur les réseaux sociaux, vous avez le droit de trouver que c'est un endroit merveilleux et qu'il ne faut rien y toucher et que tout est magnifique. Mais sur les réseaux sociaux, on pense qu'on a le droit de tout dire, de dire je veux tuer quelqu'un, je vais tuer quelqu'un, parce qu'on est anonyme et parce que tout le monde le fait et qu'il y a un phénomène de meute. Dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous avez quelqu'un en face, ça ne se passe pas comme ça. Mais ils savent très bien que ce n'est pas possible, c'est juste qu'ils osent le faire, mais les gens savent très bien, enfin je rejoins. Mais sur les possibilités de la régulation politique, Philippe, vous parliez justement des ministres de l'Éducation, notamment. On ne voit pas beaucoup d'interventions politiques aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. Ça commence un peu avec ces Facebook Files, on verra le résultat, mais on ne voit pas beaucoup d'interventions politiques qui cherchent à donner des règles. Il y a Breton quand même, au niveau de l'Europe, ils travaillent beaucoup. L'Allemagne l'a fait, tous les pays s'en préoccupent. En ce moment, parce qu'il y a peu de gens quand même en responsabilité qui considèrent que ce n'est pas un problème démocratique et de civilisation. Oui, mais sur l'accès justement à des plateformes, l'accès à des contenus pour les jeunes, etc. On va avoir l'interdiction moins de 13 ans là bientôt, je pense. Le ministre s'en occupe. Il va y avoir si, ça va bouger parce que tout le monde est inquiet. Tout le monde. Dans tous les gouvernements européens, il y a une grosse inquiétude. Parce que c'est une révolution anthropologique. Ouais. C'est une révolution anthropologique. Ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais eu un outil Évidemment que la base des passions mauvaises, si vous voulez, existait. Mais c'est la même différence entre, si vous voulez, le crime artisanal et l'abattage industriel. Grâce à cet outil, on passe du crime artisanal à l'abattage industriel. Il faut faire vraiment attention parce que c'est un... Vous voyez, c'est comme pas faire la différence entre quelque chose d'organisé et quelque chose de spontané. Grâce aux réseaux sociaux, il y a une espèce d'organisation possible, automatique presque, de la haine, par la façon dont on fait remonter les trucs. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que la passion mauvaise préexiste que l'arrivée des réseaux sociaux ne change rien. Et une fois de plus, je n'accuse pas spécialement les GAFA. Je pense que l'utilisateur est coupable aussi. Il a sa responsabilité. C'est la servitude volontaire. Leur richesse aux réseaux sociaux, c'est ce qu'on leur donne. Et ça, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Mais il y a un fort paradoxe, parce que vous disiez effectivement tout le monde en a peur au niveau des politiques, des gouvernants. Quand on voit Emmanuel Macron qui justement joue à faire des posts avec les youtubeurs McFly et Carlito, tous les politiques aujourd'hui, Nicolas Jutset, sont sur les réseaux sociaux et sont sur les réseaux sociaux qui fonctionnent chez les jeunes pour les toucher, etc. Il y a une formidable hypocrisie quand même entre dire c'est mal, mais en même temps on doit y être et en même temps continuer à les utiliser. Oui, il y a une hypocrisie qui est même parfois présente dans l'application de la loi. Au niveau européen, ils ont fait un RGPD, qui est un règlement général, qui avait pour but de freiner en partie les GAFA. Et malheureusement, ça les a plutôt confortés dans leur position. Mais c'est tellement difficile de l'appliquer qu'une petite plateforme qui voudrait concurrencer Google ou d'autres ne peut plus le faire maintenant parce que le ticket d'entrée est devenu trop cher. C'est-à-dire que les intentions sont souvent bonnes. Et je pense sincèrement que les gens qui veulent plus de régulation ont souvent des bonnes intentions. Mais les conséquences et les actes ne mènent pas forcément au but souhaité. Donc c'est aussi pour ça que je me méfie en partie de la réglementation. Évidemment que l'hypocrisie au niveau politique, on essaie d'être réélu et en même temps on fait des lois. Mais si pour être réélu on est présent sur TikTok, on y sera malgré le fait que moralement peut-être ça nous déplaît. Donc évidemment que Emmanuel Macron est sans doute hypocrite, mais comme tous les autres politiciens, un politicien par nature il doit être réélu, donc tous les moyens sont bons sans doute. Oui, on ne va pas limiter, un homme politique, surtout pendant une campagne électorale, ne va pas limiter des réseaux sociaux avec le risque de déplaire. Oui, enfin, les hommes politiques, ils sont comme nous. Ils ne viennent pas de la planète Mars. Ils découvrent en même temps que nous ce nouveau monde. Ils ne savent pas au début quoi en penser. Ils ont commencé à... Maintenant,
Maintenant, on commence à le voir. Elles Maintenant, utilisent- Il y a des gens qui naissent même, enfin des politiciens qui naissent Oui, mais avec les sur le réseaux fait de sociaux. les réglementer, quand justement on voit à quel point c'est populaire, ou à quel point aussi il y a une injonction sociétale à avoir ces compétences-là, à pousser tout le monde à être sur les réseaux, et justement qu'une grande partie de l'électorat est sur les réseaux. On voit pas un homme politique aujourd'hui, Emmanuel Macron ou d'autres, Richard Malka, dire maintenant stop, là, on va... Ah bah ça, j'en vois aucun interdisant les réseaux sociaux. Oui, ça me Non, mais paraît même clair. en les limitant Mais le non, trafic, en alors limitant... ça, je pense que ça ne leur pose aucun problème de réguler et de réglementer. Et je ne pense pas d'ailleurs que ça pose un problème à la majorité des citoyens qui sont plutôt demandeurs de cela. Parce que les parents s'inquiètent. Parce que tout parti politique confondu, tout le monde s'est pris, quand on est une personnalité publique, une campagne de haine, qu'on sait ce que c'est. Et non, il n'y a pas d'opposition majeure à la réglementation, en tout cas en France, peut-être en Suisse, mais pas en France. Pas à l'interdiction, mais à la réglementation. Et dans tous les pays européens, il y a une aspiration forte à la réglementation, parce qu'on voit à quel point ça peut se transformer en barbarie, Alors, il faut en s'entendre, espace de barbarie. la réglementation, c'est très vaste. Par exemple, c'est quelle réglementation que vous exigeriez? J'en ai évoqué deux. Je pense qu'il faut effectivement une réflexion sur l'anonymat. Ça ne veut pas dire interdire l'anonymat, parce qu'il peut y avoir des cas où c'est légitime. Mais en tout cas, il y a une restriction de l'anonymat, et en tout cas une réflexion sur ce point-là. Et puis pour moi, la mesure majeure, mais ça fait des années que je m'époumonne en France à le réclamer, c'est l'existence. Si je diffame quelqu'un sur votre plateau, si vous dites du mal de quelqu'un ou si vous injuriez quelqu'un sur votre plateau, vous êtes responsable, vous allez au tribunal et le dirigeant de cette chaîne va au tribunal. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas pour les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi ça ne se passe pas. Parce qu'il y a eu une négociation où on a accordé l'immunité pénale en particulier aux GAFAM et aux réseaux en particulier, en contrepartie de moyens mis sur la modération. On devait embaucher des gens, on devait modérer les choses. Et on ne devait pas être éditeur, c'est-à-dire influer sur le contenu des réseaux. C'est juste une plateforme. Ces deux conditions-là n'existent pas. La modération, il a été établi que les moyens étaient très largement insuffisants, voire ridicules, en particulier sur Twitter, mais sur Facebook aussi. Donc ils ne respectent pas cette obligation-là. Et on ne peut plus dire que les réseaux n'interviennent pas sur le contenu, en tout cas depuis Trump. Alors là, pour le coup, ils lui ont coupé le sifflet et ils sont intervenus donc sur le Trump contenu. Qui crée son propre donc réseau social. il n'y a plus aucune raison qu'il y ait une immunité accordée à ces réseaux. Oui. Mais en même temps, le fort de ces réseaux, justement, en tout cas pour le groupe Facebook, c'est aux États-Unis. Quels moyens on a aujourd'hui de réglementer quoi que ce soit chez nous, justement, Nicolas Jutze? Oui, il y a les moyens d'influence, mais pour revenir sur la politisation des réseaux sociaux, c'est effectivement assez regrettable parce qu'ils ont, entre guillemets, trahi leur vocation première, qui était d'offrir une parole et un accès à tout le monde. Et à partir... Plus dire, on n'est qu'une plateforme, ils interviennent sur le Exactement, contenu. et à partir de ce moment-là, ils se rendent aussi plus ouverts, ou ils se rendent quasiment coupables de devoir se faire réguler. Donc là, ils ont sans doute fait une erreur politique de long terme. En se responsabilisant. Mais ils ne sont pas responsabilisés directement, parce que En coupant le sifflet à Trump, ils ont avoué qu'ils étaient responsables. Oui, mais est-ce que c'était responsable, de lui couper la parole? Est-ce que c'est responsable de bloquer les comptes sur des critères arbitraires? Oui, moi je pense, c'est la moindre des En responsabilités. fonction de votre vision du monde, peut-être, mais il y a des gens qui partageaient la vie de Trump. C'est une publication. On peut jouer sur tous les mots qu'on veut, c'est une publication et ils engrangent des bénéfices sur une publication. Ils sont responsables. Ou alors, vous êtes un libéral, mais sans la responsabilité, où est la liberté? Mais où est-ce que... Twitter, où est-elle? Il n'y en a pas. Moi, je suis d'accord pour la responsabilité, mais malheureusement, Twitter n'est pas du tout conséquent. Il laisse sur leur plateforme des gens qui appellent au meurtre dans des pays, etc. Et ils bloquent Trump simplement parce qu'il est visible. Donc c'est une fois comme elle on arrive donne un malheureusement, engrenage. malheureusement on a parlé déjà beaucoup à la fin de cette régulation, mais pas beaucoup d'éducation. Justement, alors Mireille Bettencourt, ça sera le mot de la fin. Justement, quelle est la mesure urgente à prendre aujourd'hui par rapport à nos jeunes, aux moins jeunes, mais d'abord aux jeunes? Alors justement, parce qu'on parle de régulation, d'interdiction, si on regarde le volet éducation qui doit forcément accompagner, il y a deux choses qui sont importantes. En fait, une éducation à comprendre effectivement toutes les opinions ne se valent pas. Vous avez commencé le débat en disant ça. Et ça ne veut rien dire de dire ça comme ça. Il faut effectivement accompagner, faire comprendre qu'on a des opinions, des croyances, et puis on a à côté des connaissances établies
par des faits qu'on peut retrouver, et qu'on peut discuter, mais qu'on peut retrouver. Et puis la deuxième chose, c'est la prise de conscience de notre propre biais humain, nos biais de comportement, ce qu'on appelle aussi des biais cognitifs, dans le raisonnement, où souvent on fait des liens, par exemple, des généralisations abusives. Si je dis, moi j'ai regardé la télé, ça ne m'a pas empêché de réussir mes études, je fais à la fois une généralisation abusive, c'est-à-dire que peut-être que j'ai eu la chance, et autrement, je fais aussi une causalité. Je suggère qu'il y a une causalité entre les deux ou un lien entre les deux. Bon, là, en l'occurrence, un non-lien entre les deux, mais rien ne prouve qu'il y a ce lien. Et donc, dans l'éducation, il y a ces deux aspects-là, effectivement, les différents types d'établir qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce qu'une information, donc tous les débunkers qui sont là pour ça. Et puis, comment prendre conscience de nos propres travers, mais de nos propres aussi mécanismes, pour avoir des usages qui sont effectivement des usages de créativité, de communauté d'intérêt. Et là, ce sont plutôt mes deux voisins qui vont défendre ça. Bon, ça sera le mot de la fin. Je suis désolée, Richard Malka. C'est l'heure d'accueillir justement l'hyperconnecté Alexandre Kominek, qui va nous donner son point de vue sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Merci pour cet accueil chaleureux. Comme chaise. Voilà. Hein, ça va Philippe? Ça va Alexandre? Bonsoir. Ça va super. Écoutez, moi j'adore les réseaux sociaux, surtout quand je compare à l'ambiance sur ce plateau pendant mes chroniques. Parce qu'au moins sur les réseaux, il y a 2 personnes qui aiment. Bref, les réseaux, ça fait chier, c'est super, c'est le débat, on ne sait plus trop ce que ça nous apporte vraiment, du bien, du mal. Moi, ce que je sais, c'est que ça m'a permis de me découvrir. Ouais. Et franchement... pas ouf. Ouais, parce que surtout en fait sur Instagram. Parce que à force de liker des trucs sur Instagram, Instagram te propose des trucs que tu devrais aimer. Hein? Et c'est bien la preuve qu'Instagram, c'est pas la vraie vie. Parce que dans la vie, personne n'est venu dans la rue me proposer des trucs que j'aimais. Hein, du genre, hé mec, tu veux de la drogue? Mauvais exemple. Mais personne m'a dit, tiens, voici de la quiche aux épinards et Miss Venezuela. Hein? Non, je dis ça parce que moi, sur Instagram, on me propose que des culs ou des burgers. Voilà. Hein? Ça en dit long sur la personne. Non, mais vraiment, moi, je me suis surpris à être une merde parce que sur Insta, je follow un cul. Alors, pour les anciens qui utilisent Facebook, qui nous regardent, je suis abonné à une fille qui ne poste que des photos de ses fesses. Voilà. La nana, elle poste juste son cul. C'est son cul à la neige, son cul en ville, son cul au soleil. Et ce qui me rassure, c'est qu'on est 5 millions à suivre son cul. Enfin, je ne sais pas si c'est rassurant en vrai, mais t'imagines parce que physiquement, ce que ça représente. Hein, ça ferait peur de voir quand même 3/4 de la Suisse qui suit un cul. Hein, et j'ai jamais vu le visage de cette nana. Ça veut dire que si je la vois, elle vient vers moi, ça me dit rien, mais elle se retourne, je vois son boule, je fais ah ben Sandrine. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, grâce au réseau, j'en ai appris sur moi-même. J'ai eu la confirmation que effectivement, je suis un dégueulasse. Hein, encore plus quand je vois les pubs ciblées. Ouais. Là récemment, j'ai vu 2 kiwis. Et je me suis dit, tiens, encore une pub pour manger 5 fruits et légumes par jour. Puis je vois un mec qui passe une tondeuse sur les kiwis et qui me regarde droit dans les yeux pour me dire que je peux me raser les testicules en toute sécurité. J'ai commandé. J'ai commandé et ça marche. Ah ouais. Là, elles sont tellement lisses, on dirait celles d'un dauphin. Vraiment, c'est... Je te la prêterai, Philippe. Enfin bref, ces réseaux nous font perdre la tête, mais je suis content qu'ils nous fassent garder le contact, surtout avec nos anciens. Enfin, il faut voir encore comment les gens gardent contact entre eux. Hein, parce que moi, j'ai un pote, il me dit « Ouais, moi, mon grand-père, il va bien. » Je lui dis « Comment tu sais ?» Il me dit « Parce que je le vois tout le temps, il est en ligne. » Juste ça. Et c'est triste. C'est triste. Prenons le temps de se voir en vrai, de se parler. Et je parle pour nous tous. Hein. On fait que d'échanger sur les réseaux. On ne profite pas des vrais instants. Rencontrons-nous en vrai. Allons dîner. Sortons. Rentrons ensemble. Donc n'hésitez pas, mesdames, à me contacter sur Insta. C'est @Alexandre Kominek. Voilà. Non, parce que j'ai une tondeuse à rentabiliser. C'est ça, oui. Merci Alexandre Kominek et merci à vous toutes et tous. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, bonne semaine. Bye bye.